Tu vois, Zef, quand tu fermes un œil, en face de toi, là, Ouais. c'est Ike en 2 dimensions, en 2D. Ouais. Mais si tu ouvres les 2 yeux, eh ben, c'est Ike 3D. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce 54e épisode de Comics Outcast, le podcast Radio Kawa qui vous parle des comics et de leurs univers en toute mauvaise foi et en bonne humeur. Toutes les 2 semaines, c'est septembre, c'est la grande rentrée de Radio Kawa et cela signe le début de notre 3e saison sur l'antenne. Ouais, à nous. C'est beau! Faites donc un tour sur le site pour découvrir les nouveaux podcasts qui vous seront proposés cette année. En ce qui nous concerne, on a une nouveauté, c'est l'arrivée d'une nouvelle chroniqueuse que vous aurez l'occasion de découvrir dans quelques semaines. Vous allez voir, elle est bien cool. Bon, en fait, c'est même pas dans quelques semaines, c'est dans 2 semaines, c'est le prochain épisode. Prochain épisode. Ouais. Surtout, on va rien voir du tout, on va l'entendre, quoi. Oui, vous allez voir, vous allez l'entendre, effectivement. Cette semaine, on va vous proposer 3 nouvelles revues. Hillbilly, Empress et My Little Pony Friendship is Magic. Et dans la deuxième partie de l'émission, elle sera entièrement consacrée à Killing Joke, à la fois le comics classique des années 80, mais aussi l'adaptation animée sortie cet été. Comme d'habitude, vous pouvez laisser vos remarques, commentaires et suggestions sur le site de Radio Kawa, rubrique Culture et Art, et nous faire des coucous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et compagnie. Vous pouvez également participer à l'amélioration de Radio Kawa au niveau technique et pour l'organisation d'événements spéciaux en public. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site patreon.com/Radio Kawa pour découvrir les différents projets de la web radio et les surprises qui vous seront proposées. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, absolument! Ouais. Ah, j'ai pas dit bonjour. On a des chroniqueurs autour de la table, pardon. Il y a Jo. Oui, salut! Jo, Bonsoir. comment ça, Jo? Oui, ça va fort bien, merci, Eric. Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu à l'antenne. Je suis ravi d'être avec vous ce soir et de vous retrouver. T'es un petit teint bronzé en plus. Ah bah, pourtant. Très léger. Ouais, voilà, c'est très très léger, hein, je ne bronze pas facilement. Zef avec nous également. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bah, c'est encore l'été, il reste encore une vingtaine de jours, donc on est content. Bah ouais. On s'est satisfait Quand tu passes ton été à lire j'ai- des comics, tu bronzes pas, t'en profites pas. Si tu bronzes sur la plage en lisant des comics, Ouais, faut lire sur la plage, quoi. Tout le monde ne bronze pas. Et tout d'ailleurs, le monde ne va pas sur la plage. Lucille, est-ce que tu bronzes, bonsoir? Uniquement quand j'attrape des énormes coups de soleil, comme cet été. Ah oui, c'est vrai, t'es rousse. Bah T'as oui. une peau un peu moins apprêtée. Un peu beaucoup. Et à la réalisation, c'est Adrien, hein. Qui en chie, salut. Ah ouais, c'est un peu dur. Mais ça va J'ai justement, on a l'impression un... de voir un DJ complètement affairé, tu sais, il est là, genre, en train de régler tous les petits boutons de sa table pendant qu'on parle et tout, c'est... Mais c'est cool, c'est lui qui nous permet de réaliser une émission encore plus cool que d'habitude, n'est-ce pas? Moi, en On tout y cas, je me croit, sens on y hyper, croit. j'ai l'impression de rien branler, quoi. Tu sais, j'ai tellement réalisé C'est cette bizarre, hein. émission, voilà, ça fait très très bizarre. Inversion des De rôles. ne pas pousser les boutons. Donc du coup, je repose ma question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On est en 2016 et Denis Brognard porte toujours des jeans à Koh-Lanta. Comics Outcast numéro 54, c'est parti. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il porte d'autre que il va pas animer Putain de short. en Des Bermuda. Bermudas. Mais on n'anime pas une émission en Mais en Bermuda. short? Bah si, il le fait l'autre américain là. Oui, mais enfin, c'est l'Amérique, c'est pas pareil. Et surtout, c'est pas le sujet. Donc, c'est moi qui l'ai lancé en même temps. On va commencer par les revues 3 ou 2 comics non, 3 comics pardon que nous avons lus. Nous avons lu les 2 ou 3 premiers et on vous en parle pendant l'émission. On les a lus séparément et on en discute ensemble pour la première fois pour vous. Le Qu'est-ce que c'est premier, bien présenté. t'amuses, hein? On va commencer par s'enfoncer dans les collines brumeuses des Appalaches, Ouais. avec une puissante histoire des mains magiques d'Eric Powell, j'ai nommé Hillbilly, et c'est toi, Joe, qui va nous en parler cette semaine. Ouais, et tu faisais bien de préciser qu'on lisait 2 ou 3 issues, parce qu'effectivement, on pensait pouvoir parler des 3 premières issues de Hillbilly, mais malheureusement, lorsque nous nous sommes rendus chez le marchand de comics, on nous a annoncé que la 3e issue était retardée au 28 septembre. Donc, alors qu'elle devait sortir, en fait, aujourd'hui, le jour où on enregistre l'émission, on était prêt à la lire juste avant de commencer. Et malheureusement, voilà, il va falloir patienter un petit peu. Cela dit, c'est Eric Powell, donc ça va un petit peu tout droit. Donc dès les 3 premières pages, de toute façon, tu sais à peu près à quoi, Super puissant. à quoi tu vas avoir affaire. Donc Eric Powell, on resitue très rapidement. On en a parlé plusieurs fois dans l'émission. Premièrement pour sa grande œuvre qui est The Goon chez Dark Horse. D'ailleurs, je vous l'expliquerai plus tard, mais
Hillbilly a été officiellement annoncé comme se déroulant dans le même univers étendu que celui de The Goon, donc qui est la série de gangsters zombies qui nous a fait découvrir Eric Powell chez Dark Horse. On en a parlé également il y a peut-être même pas un an pour Big Man Plans. Oui, c'était lors d'une émission spéciale d'ailleurs. Ouais, exactement. Donc je pense que oui, c'était en novembre dernier, qui était une mini-série en 4 issues, 5 issues si je me souviens bien. Pareil, qui se déroulait dans un univers qui à la fois nous était familier et qui en même temps gardait des éléments un petit peu de fantastique. Et là, avec Hillbilly, on part complètement dans le même genre d'histoire que The Goon, à la différence que, alors déjà il y a beaucoup moins d'humour, c'est une BD qui est quand même beaucoup plus sombre, beaucoup plus noire que peut l'être The Goon, dans le BD dans laquelle il y a un personnage qui est un peu un ressort comique, le sidekick du Goon, qui à chaque fois désamorce un petit peu les situations. Là il y a pas de ça dans Hillbilly. On a affaire à une sorte de, pour les fans de catch, le personnage principal c'est un peu The Undertaker. C'est une sorte d'immense mec avec un chapeau et une longue redingote noire. Moi j'aurais dit le perso dans Bloodborne. Et un peu aussi, qui a un côté chasseur dans Bloodborne. Enfin, c'est vraiment un personnage qu'on découvre comme une sorte de vengeur mutique. L'autre grosse différence avec The Goon, c'est que The Goon est une série plutôt urbaine qui se passe dans une ville fictive, mais voilà, où il y a tout un village, où il y a des personnages récurrents. Où on peut se rattacher un peu avec des repères exactement culturels classiques. Là, à l'inverse, on sent qu'on va suivre les aventures d'un personnage nomade qui effectivement se déplace dans les Appalaches. Pourquoi ? À la recherche tout simplement de toutes les sorcières de la région afin de les éliminer une par une comme les sales vieilles qu'elles sont toutes. Là là. Language. Non, en gros, des sorcières lui ont un petit peu niqué sa vie quand il était gosse, et il a décidé qu'il allait se venger d'elle à l'aide d'un hachoir géant qui a des propriétés magiques ou démoniaques, oui. Diaboliques pour ne pas trop en révéler, mais qui lui permet d'avoir l'ascendant sur même les sorcières les plus puissantes. Et donc chemin faisant dans les Appalaches, il va également rencontrer des personnages qui eux aussi sont victimes des sorcières et va, plus ou moins malgré lui, puisque c'est en gros à travers la mission que lui s'est fixé, à savoir éliminer toutes les sorcières, il va enlever l'épine du pied de pas mal de personnes qu'il rencontre en les débarrassant justement des sorcières qui leur causent du trouble également. Alors, Hillbilly, c'est toujours écrit et dessiné par Eric Powell. C'est publié chez Albatros Comics. C'est sa boîte, c'est ça ? Voilà, c'est un label qu'il avait monté il y a quelques années et qu'il a décidé de faire revivre au départ pour le fun, et en fait j'ai l'impression que ça commence à devenir de plus en plus sérieux. Il y a 2 titres déjà qui sont en vente, et Hillbilly, il l'a annoncé comme une série qui durerait 12 issues. Ah d'accord, donc il y a un début, une fin. Alors, en fait, c'est ce qu'on a cru à sa première annonce, et puis c'est pas qu'il est revenu sur ce qu'il avait dit, mais il a dit si jamais le public est demandeur, si ça fonctionne, on continuera, mais je serai peut-être pas au dessin, je resterai au scénario à la manière d'un Mignola un petit peu. Il serait prêt à s'éloigner du personnage pour pouvoir peut-être continuer à se concentrer sur The Goon, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que pour les 10 issues qui va nous rester à lire, moi j'ai vraiment hâte de lire la suite des aventures de Hillbilly, parce que les 2 premiers numéros ont effectivement tout ce qui me plaisait dans The Goon, c'est-à-dire de l'aventure un petit peu fantastique, mêlée vraiment avec du folklore du fin fond des États-Unis, avec des personnages qui sont écrits de manière extrêmement, enfin, c'est des rednecks. Ouais, c'est ça. Il y a tout le côté. En fait, t'as l'impression que ce mec-là, il trouverait un caillou d'une forme un petit peu bizarre, il serait capable d'inventer une légende maléfique autour de ce caillou, quoi. C'est vraiment Eric Powell, c'est une sorte de Tom Waits du comics, c'est-à-dire un mec qui a un imaginaire vraiment débordant et très marqué. C'est-à-dire, tu sens je pense pas que ce mec serait capable d'écrire du Superman ou d'en dessiner, pourquoi pas, mais est-ce qu'il serait capable d'écrire? Parce qu'il serait trop limité par. Je sais pas s'il serait limité, mais en tout cas, il est tellement bon dans ce petit truc de niche que je demanderais à voir, mais
moi je suis très très content qu'il continue à se perfectionner là-dedans et à creuser encore plus son univers, parce que moi j'ai toujours trouvé que The Goon c'était une série qui pouvait nous laisser imaginer tout un univers autour, parce que ça se passe toujours en vase clos dans cette ville, mais tu te dis qu'est-ce qu'il y a autour, d'autant plus que dans The Goon tu entends souvent parler des légendes de cet univers-là, mais tu les vois jamais. Le seul personnage qui nous faisait découvrir un petit peu ça, c'était le personnage du Buzzard. Et pour les fans de The Goon, sachez qu'on retrouve le Buzzard assez rapidement dans Hillbilly. D'accord, parce que moi j'ai pas suivi Goon, mais voilà. sur la couverture du 2, il y a avec entre autres The Buzzard. The Buzzard. Et The Buzzard, c'est le dénominateur commun des deux séries. C'est un personnage fantomatique qui se déplace, donc on le comprend là, dans tout l'univers de The Goon et qui croise le chemin de Hillbilly. Je pense pas que ça va être un personnage récurrent, mais il est là, donc la filiation est claire. C'est très très beau. Comme peuvent l'être les BD de Eric Powell depuis qu'il a vraiment pris son élan à peu près à la moitié de The Goon. Il a commencé à tester d'autres techniques de colorisation et vraiment ça lui réussit. C'est très très beau. Il y a une vraie patte, il y a une vraie atmosphère. La palette de couleurs convient parfaitement au récit. Donc du coup voilà, moi je trouvais ça vraiment très très bien pour les amateurs de bande dessinée un peu horrifique, un petit peu fantastique, avec un côté très folklore américain. Ça devrait vous plaire, je pense, et je passe donc la parole à mes camarades. Du coup, Zef, est-ce que ce genre d'ambiance un peu lourde, avec de la magie ancienne, tout ça, c'est le genre de choses qui te bottent ou pas? Tu te fous ma gueule? Non, bien Ah sûr. Oui, c'est complètement ma cam à la base. Donc je vais pas dire que j'ai complètement accroché, j'ai juste dévoré le truc en fait. L'ambiance est complètement fantastique, comme disait Jo en fait. Par la palette de couleurs, hein, c'est facile à dire couleurs. Hein, genre c'est quand même vachement limité en termes de couleurs, de colorisation. Mais en fait il y a cette espèce, ce dessin qui apparaît en espèce de test de Rorschach, je sais pas comment dire en fait, t'as l'impression que tout a coulé en fait. À chaque fois qu'il a mis de l'encre quelque part, t'as l'impression que ça a coulé un peu partout, que ça déborde. C'est très baveux, c'est avec de la terre en fait. Ouais, voilà. Et en fait du coup, ça donne une véritable ambiance, une véritable profondeur à tout. L'histoire du personnage dramatique qui continue à travers les âges en général, qu'il a 1000 ans, le gars qui n'a jamais arrêté de sa vie à faire ça, complètement il est disproportionné, je trouve, le truc. Enfin, il a un cleave énorme, qui est complètement badass, ce qui me faisait d'ailleurs tout coup penser à Bloodborne. Le côté. Alors, un cleave en français? C'est un hachoir. Pardon. Excuse-moi. un hachoir démoniaque qui est fantastique, enfin qui est génialissime dans sa conception et dans l'idée du personnage. Le fait qu'il chasse les sorcières, qui sont d'ailleurs ultra bien définies et dessinées, je veux dire, parce qu'elles sont aucune sur les deux qu'on rencontre, elles sont pas du tout pareilles en fait. Il a une approche de la sorcière qui est un petit peu différente de ce qu'on pourrait imaginer de base, avec un espèce de trame de fond qui se dessine sur quand la grande méchante arrivera, elle te pètera la gueule grosso modo. Et je trouve ça ultra cool, donc tu sens qu'il y a quelque chose qui va partir et que ça va partir vraiment très loin. T'as pas parlé de son pet, l'ours géant qui le suit, qu'on retrouve à la fin du premier épisode, qui fait rêver en fait, qui fait rêver tous les gars qui font peut-être du jeu de rôle, qui aiment ce genre de trucs. Et voilà, non, moi j'ai bouffé le truc. Bon voilà, y a rien à dire, ça défonce. Je suis vénère que le numéro 3 soit à la bourre, quoi. Mais ça c'est dommage. Tiens tes putains de délais. Respecte ton client. Exactement. Lucille, toi, qu'est-ce que tu as pensé? C'est une bonne transition parce que comment s'appelle l'ours dans le... L'ours s'appelle Lucille. Ah bah, ah bon. Et je suis aussi un peu un ours. Petit hommage. Finalement, je vais pas rajouter grand chose par rapport à ce qu'ont dit mes camarades, puisque j'ai beaucoup accroché aussi. Je sais pas si j'aurai le réflexe de lire la suite, mais c'est vraiment l'ambiance est extraordinaire et vraiment en fait, même si pour le moment donc on en a lu que 2 issues, donc c'est quand même pas énorme, on sent que derrière il y a tout un background, un lore, je sais pas comment on pourrait dire ça, qui est hyper fouillé et rien n'est laissé au hasard. Et j'ai vraiment
enfin, je suis vraiment très curieuse de savoir jusqu'où ça peut aller, parce que pour le moment, on a un peu l'impression qu'on va rencontrer différents types de sorcières qui à chaque fois ont leur propre histoire, leur propre capacité, etc. Et je suis vraiment curieuse de savoir ce que ça peut donner. C'est vrai qu'on sent qu'il pose des pierres un peu, enfin, de façon très efficace, et que chaque conversation et chaque personnage qui semble mineur qu'on croise risque de réapparaître plus tard dans l'histoire. Ce qui était déjà le cas dans The Goon d'ailleurs. Il y a des personnages qui étaient esquissés au tout début de la série, qui réapparaissaient des années plus tard. Et tu te disais, Charlie Noodles, il est encore vivant. Il le savait. Juste pour terminer, je dirais que les personnes qui avaient été peut-être un petit peu rebutées par la violence très 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 sèche de Big Man Plans, qui avait quand même toute une moitié de, ouais, comme ça marche bien, qui avait toute une moitié de séries, ouais, voilà, extrêmement violentes graphiquement, on va dire. Hillbilly, ça reste assez violent, mais c'est beaucoup plus étant donné que c'est du fantastique, de l'épouvante, ça c'est une lecture quand même plus facile pour les gens qui sont rebutés par la violence pure et dure. C'est un côté très onirique. Alors, onirique un peu sombre, bien évidemment, c'est pas le monde des bisounours, mais il y a une grosse part dans la façon dont c'est dessiné. On a l'impression que c'est toujours un peu nébuleux, que ça sort d'une bulle de pensée. C'est vraiment, enfin, c'est visuellement c'est ouf. En tout cas, comme on l'a dit, c'est sorti chez donc l'éditeur, enfin la maison de l'auteur, hein, donc Albatros Entertainment, si je me trompe pas, j'ai oublié le nom, mais c'est Albatros quelque chose. Et donc le troisième n'est pas encore tout à fait sorti. Nous vous invitons quand même à tester ce comics. On va passer au deuxième titre de cette semaine. On va quitter la Terre pour en fait rester sur Terre. Mais genre il y a longtemps, mais avant les âges farouches et tout, et on va rencontrer l'impératrice la plus badass, et c'est Joe. Non, pardon, c'est Zef qui va nous en parler. Non, j'aurais été ravi, mais. Alors, est-ce que quelqu'un a compris ma blague ? Donc on va parler de The Empress. On s'empresse d'en parler. Wow. Donc qui est édité chez Icon, qui est une boîte de Marvel, et on retrouve donc aux commandes de Empress un monsieur qui s'appelle Mark Millar. Mark Millar qui est adoré par Joe ici présent. Oh là là, j'adore ce mec. Après que je le dise. Donc Mark Millar, pour resituer le bonhomme, je sais pas, est-ce qu'on doit vraiment encore le présenter? C'est le mec qui a fait début de saison, il y a peut-être des gens qui nous découvrent. En l'occurrence, le gars qui a fait Kick-Ass, qui a fait Hit Girl aussi, il a fait un petit event chez Marvel. Comment il s'appelait déjà? Civil quelque chose, Civil War, je crois. Je crois que c'est lui qui a. Donc c'est le gars qui est aux commandes de Civil War. Donc c'est un gros quand même aujourd'hui, qui pèse, qui fait des histoires qui sont en général assez violentes, qui sont soit une satire de la société, enfin qui arrivent à faire un truc comme assez badass. On aime ou on n'aime pas, hein. Genre c'est vraiment quelque chose d'assez poussif. Il avait fait un truc qui s'appelait Nemesis aussi, qui était assez violent, assez crade dans l'idée. Donc il arrive à pousser un peu les choses. Il était l'auteur de Wanted aussi, donc il y a son adaptation ciné en plus. Totalement pourri. Voilà, donc Mark Millar. Au dessin, on se trouve Stuart Immonen, qui a bossé entre autres chez Marvel, chez DC, qui a fait plusieurs petits trucs. Que dire donc Empress, qu'en fait quand c'est de la science-fiction pure et dure. Comme tu disais, bon, c'est dans le passé, mais en fait on pourrait aussi dire que Star Wars est dans le passé, ça choquerait personne. On retrouve en fait un espèce de roi fou, un espèce de roi qui est un peu un croisement de Apocalypse et j'avais une autre référence dans la tête, je l'ai oublié, mais bon, voilà, qui a dominé en fait toute la galaxie, donc qui est le roi. Ouais, Darkseid, un peu dans le genre, mais je pensais à autre chose, mais ça grave. Donc voilà, qui a dominé toute la galaxie, donc qui règne en sa main de fer surtout. Donc on le retrouve en fait au tout début sur la première page dans une arène immense en train de diriger ça. Il y a trois prisonniers en plein milieu. Qui sont condamnés à mort, et ils doivent soit se battre contre lui, soit se battre contre une créature qui est derrière un portail. Et en fait, 12 mètres de haut, qui fait 12 mètres de haut, c'est un T-Rex géant qui arrive. Bref, voilà. Et juste après ça, donc, on retrouve sa femme, donc Empress, qui va être un peu le centre de l'histoire, bien évidemment, qui est en train de préparer son évasion. Elle parle ça vraiment comme une évasion en fait, et elle prend ses enfants, elle guidée par son garde du corps. Dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, et qui va partir donc parce que j'ai pas mes notes, je les ai oubliées à mon taf, voilà, pas de souci. Et donc qui va s'évader et partir avec ses enfants, donc prendre le premier vaisseau qu'elle voit, partir avec en tirant des coups
c'est comme ça, mais en flinguant des gens et tout, et puis elle part et commence ici en fait une course-poursuite, une espèce de course-poursuite, parce que son mari va essayer de la retrouver, enfin retrouver ses enfants, c'est la première chose qu'il dit, retrouver mes enfants, et il va y voir en fait une poussée vers l'avant de cette femme et son garde du corps et de ses 3 enfants. En fait, ça va être, c'est vraiment une histoire qui est rapide, parce que à chaque, il y a 7 issues, si je dis pas de conneries aujourd'hui, qui sont sortis. Du moins la 7e. Oui, ça commence en mars déjà. Ouais. Et donc du coup, à chaque issue, en fait, on va retrouver, on va vraiment faire un bond dans l'histoire parce que tout va très vite. À chaque fin d'issue, il y a un cliffhanger assez dingue qui est très vite résolu par la suite et qui va ramener vers un autre et ainsi de suite. Donc du coup, et c'est là un des points négatifs que j'ai sur l'histoire, c'est que c'est à la fois très positif parce que voilà, Millar avance très vite dans son histoire et on voit qu'il veut arriver quelque part très vite sur son truc, mais ça se pose pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à voir des personnages qui sont, à part ceux qui bougent, c'est-à-dire la famille, les personnages qu'ils arrivent à prendre avec eux et à faire graviter, on n'arrive pas à se poser dans un univers qui est complet ou qui arrive à se décrire. Donc tout va très très vite. Par contre, les environnements sont fantastiques, super bien dessinés. À chaque fois qu'on va sur une nouvelle planète, on voit un changement d'ambiance immédiat. Enfin, toute une nouvelle civilisation qui est là, qui est extrêmement primitive ou très avancée. Enfin, c'est vraiment un univers qui est très riche, encore une fois, mais ça va énormément vite. Mais voilà. Après, les caractères, les personnages sont super intéressants. Le garde du corps, donc j'ai oublié le nom, qui est quand même ultra badass. Merci. Qui est ultra badass. La fille adolescente qui veut retourner vers son père, qui pense que sa mère s'est juste échappée parce qu'elle vit une aventure avec le garde du corps et qu'elle veut juste vivre un peu de frisson. Le fils qui est le cadet qui est ultra intelligent, qui arrive à construire des machines de ouf avec trois vis et un bout de scotch. Bref. Tout ça amène vraiment des personnages qui sont construits mais qui vont encore une fois à mon sens trop vite. Donc c'est vraiment le seul truc que j'ai à reprocher à cette série. Après moi je suis un très gros fan de Millar et de tout ce qu'il crée dans ses univers et donc du Millar World comme il l'appelle. Donc voilà, je continue à suivre la série parce que je la kiffe quand même pas mal et je la conseille, mais c'est que ce que je dis moi. Toi, Lucille, est-ce que tu t'es laissé emporter justement par cette fugue de planète en planète? Ouais, alors justement, j'ai été très portée par le côté très rythmé de la série. Donc ça, c'est vraiment un truc parce que tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Il se passe toujours quelque chose. Les personnages sont extrêmement attachants. Donc après, je suis un petit peu amoureuse du Captain Havlock, ça c'est sûr et certain. Maintenant, il est dans ma liste officielle des husbandos. Et non, vraiment, c'est très très bien. Et ouais, en fait, comme ça, c'est hyper rythmé. C'est pas très long à lire. C'est vraiment quelque chose que je conseillerais parce que voilà, ça se dévore quoi. Vraiment, ça se dévore. Et toi, Joe, je sais pas trop si les trucs dans l'espace, c'est ta cam. Ah bah si c'est je sais pas Black Science par exemple, oui. Si c'est Fear Agent par exemple, oui. En fait, si c'est Remender, ça marche. En revanche, Mark Millar qui fait du Remender, je trouve ça un peu creux. Donc j'ai trouvé ça assez décevant. D'autant plus que ces derniers temps, Mark Millar avait tendance à remonter légèrement dans mon estime, n'est-ce pas? Grâce à Jupiter's Legacy, en grande partie, que je trouve très très bien. D'ailleurs, il faudrait qu'on parle de Jupiter's Legacy 2, qui se déroule en ce moment, qui en est à sa 3e issue, et qui est pas mal du tout. Et donc du coup je me disais Mark Millar peut-être qu'il est on a roll là et que du coup tout ce qu'il va faire va me plaire, sauf que là non, en fait je trouve ça très très efficace visuellement. Stuart Timonen, thumbs up. C'est vraiment très très beau et effectivement même s'il ne les visite parfois que sur une seule page, les planètes sur lesquelles on saute, on jump avec eux sont à chaque fois assez étonnantes visuellement. Justement c'est dans cet esprit-là que ça m'a rappelé pas mal Black Science, justement, où à chaque fois on plonge dans un nouvel univers, une nouvelle timeline, une nouvelle dimension. Dans Black Science c'est des dimensions, enfin c'est des univers parallèles, et là ce sont des planètes, mais il y a un peu ce même esprit de on sait pas sur quoi on va tomber la prochaine fois, et surtout on sait pas où est-ce qu'on va atterrir, donc ça se trouve on atterrit au milieu d'une avalanche, ça se trouve on atterrit au milieu de la flotte, enfin on sait pas comment on va se démerder. Donc tout ce côté-là est vraiment cool. J'ai bien aimé que ça aille vite. En revanche moi pour le moment les personnages j'en ai vraiment rien à foutre. Mais vraiment, il y en a trop non, les personnages principaux tu vois, pour l'instant, tu vois, la fugue et les raisons qui ont poussé l'impératrice à fuir
pour le moment, je suis absolument pas touché parce qu'en fait, c'est tellement survolé que la troisième page, elle disparaît, on sait même pas pourquoi. Ça viendra. Elle explique elle explique, c'est rapide, ouais, c'est le méchant. C'est hyper. C'est en fait c'est l'archétype du père qui est méchant et qu'il faut fuir parce qu'il peut faire du mal à ses enfants. Voilà. Mais, en fait, c'est pour ça que je disais c'est trop rapide en fait. Ouais, c'est trop rapide, tu vois. Enfin, il y a un côté, tu sens qu'il y a un personnage Barbe Bleue, tu vois, et qu'on le fuit. Sauf que Barbe Bleue, putain, tu flippes ta race de Barbe Bleue. Là, bon, lui, c'est juste un empereur tyrannique de plus. Bon, là, tu sens que, ok, il peut éclater la tête d'un mec avec sa main, mais un peu générique, quoi. Ouais, pour l'instant, je trouve ça très générique. Et c'est généralement de toute façon ce qui m'ennuie chez Mark Millar, hein, c'est-à-dire que t'es un peu dur quand même sur toutes les autres séries sur Kick-Ass ou autre, c'était pas complètement générique et puis l'histoire était quand même bien construite avant d'arriver à une fin plutôt cool en général, quoi. Je sais pas, moi Kick-Ass, j'ai trouvé ça nul à chier, donc je suis désolé. T'aurais peut-être dû dire ça au début. Putain de merde. Non mais je l'avais taunté dès le début, je savais qu'il aimait pas Mark Millar, donc pour la troisième revue, on va finir en beauté avec des couleurs plein la face, des couleurs plein les sabots. Direction Equestria, si je prononce bien, c'est Equestria. On va retrouver son petit poney. Non, ton petit poney. Non, mon petit poney. Non. J'ai mis beaucoup de temps à la faire, ça. Oh, voyons. Alors effectivement, si vous êtes un auditeur de Comics Outcast, j'ose présumer que vous n'êtes pas très au fait de Mon Petit Poney. Friendship is Magic. Donc je vais vous situer vite fait. Donc My Little Pony, c'est donc une série de jouets qui a été lancée par la marque Hasbro en 1983. Donc je pense que ce sont des jouets que n'a pas Joe. J'en ai eu. Ah, quand même. Voilà. Donc ça date ça a été créé en 1983 grosso modo. Donc tout de suite ça a été un énorme succès. Ça a eu donc beaucoup de produits dérivés tels que des dessins animés, des jeux vidéo et compagnie. Et ce sans discontinuer. Donc en 2010 bien évidemment Hasbro a lancé sa 4e génération de petits poneys. On en a tous vu/eu dans notre jeunesse, je pense. Surtout si on était des petites filles. Moi, j'en ai eu quand j'étais petite, mais en même temps, ça me marquait pas plus que ça. Et voilà. Donc en 2010, ils ont lancé la 4e génération, qui a été complètement redesignée et revisitée par une nana qui s'appelle Lauren Faust, qui a la particularité d'être une réalisatrice et scénariste américaine, à qui on doit notamment les Super Nanas. Donc ce genre de truc un petit peu cool. Voilà. Okay. Et l'idée, c'était bien évidemment de faire un design adapté à un background qui déchire sa race. Et bien évidemment, la 4e génération, ça a complètement relancé Mon Petit Poney, qui a complètement dépassé les limites de l'enfance et a gagné le monde des adultes. Donc, le dessin animé Friendship is Magic a eu énormément de succès. Du coup, à la fin de la 2e saison, ils se sont dit, tiens, on va lancer une série de comics sur le principe de suivre les héroïnes. Donc du coup, je vais vous faire un petit synopsis quand même. Donc ça se passe dans un monde magique qui s'appelle Equestria, dans lequel il y a 3 races de poneys. Donc vous avez les licornes, donc des licornes quoi, les pégases, donc qui volent, et les poneys terrestres. Et donc ces 3 races de poneys vivent en harmonie dans un monde coloré et assez pipou, il faut l'avouer. On suit les aventures de 6 poneys qui ont des personnalités et des talents différents, puisque c'est la particularité des poneys. Chacun a son talent qui permet un équilibre dans l'univers. Un peu comme les bisounours. Donc pour vous faire un peu rêver, si vous connaissez pas, nous avons donc Twilight Sparkle qui fait de la magie, Applejack, la fermière courageuse, Fluttershy, la timide amie des animaux, Rarity, la coquette, Pinkie Pie, la fêtarde un peu cinglée, et Rainbow Dash, la sportive et téméraire. Attends. La 4e là, c'est Sporty Spice, elle prend des cachets et Pinkie Pie, elle est tout le temps sous LSD, mais officiellement elle prend rien, tu vois. Voilà. Okay, et donc Rainbow Dash qui est le personnage préféré de Zephyriel, on y reviendra. Donc en fait, toutes les 6 sont les héroïnes parce que elles sont, grâce aux éléments d'équilibre, les détentrices du pouvoir de l'amitié, qui donc déclenche des pouvoirs magiques de ouf et qui permet de dézinguer des méchants qui sont super puissants et qui, bien évidemment, ont juré la perte d'Equestria parce qu'il est hors de question que tout soit pipou dans le monde. Donc le comics commence, on connaît déjà l'histoire des héroïnes, etc. Et en fait, c'est une ancienne méchante qu'on avait vue dans la saison 1, qui s'appelle la reine Chrysalis, qui est donc la souveraine des changelins. Donc vous pouvez supposer donc qu'ils prennent l'apparence d'autres poneys, etc. Sauf qu'ils sont pas gentils. C'est un peu des doppelgangers. Un petit peu ça, voilà. Et donc la reine Chrysalis, elle a essayé donc de s'emparer d'Equestria, ça a pas marché à cause de Twilight Sparkle et ses copines. Donc là, elle s'est dit, je vais aller foutre le dawa à Ponyville, qui est donc la ville où les filles vivent, et elle va en fait kidnapper 3 petits poneys qui sont les sœurs de 3 des protagonistes. Le but du jeu, c'est donc de détruire le pouvoir de l'amitié pour que elle puisse ensuite, la méchante,
conquérir Equestria en gros. Hein. Enfin, voilà, c'est pas super. Ça va pas très loin dans le plan. Voilà, de la nana, le plot en soi, voilà. Après, c'est tout le développement puisque donc durant les 3 issues que vous avez lus, donc moi bien évidemment j'en ai lu beaucoup plus parce que j'ai jamais acheté les comics. On suit toutes leurs aventures et toute la quête. Elles vont bien évidemment se confronter à beaucoup d'épreuves, etc., qui va remettre en doute beaucoup de choses, y compris leur amitié, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des trucs à sauter, enfin par-dessus? Oui, bien sûr, parce que je vous rappelle, il y en a qui volent, il y en a qui ont de la magie, donc ça crée des différences, et donc parfois elles sont en proie à leurs différences, enfin voilà. Donc pourquoi c'est cool? Bon, parce que moi je trouve ça cool quand même. Pourquoi c'est cool? Alors déjà à la base, donc comme vous le savez, c'est destiné aux enfants, mais c'est très intelligent. Ça ne prend pas du tout les enfants pour des idiots. Il n'y a pas vraiment de double lecture adulte comme on peut l'avoir dans un Adventure Time par exemple. Là c'est vraiment destiné aux enfants. Par contre, sous couvert de ce fameux pouvoir de l'amitié, ça offre souvent des réflexions et des morales très pertinentes et très intelligentes sur la différence, la tolérance, le respect des aînés, le racisme et compagnie. Donc ça ne prend pas du tout les enfants pour des débiles. Ensuite, quand t'es adulte, c'est rempli de blagues, c'est rempli de références. Donc par exemple, vous avez des chiens qui sont attirés par des joyaux qui s'appellent les Diamond Dogs. Vous avez un poney qui s'appelle Dr. Who, qui revient plusieurs fois et qui est donc une allégorie du Dr. Who. Vous avez aussi à un moment, il y a genre un épisode sur le bullying et en fait, ce ne sont que des personnages du Big Lebowski. Vous avez des références à Star Wars, vous avez des références aux héros Marvel, vous avez souvent des ruptures de 4e mur, donc c'est très agréable à regarder et vous avez plein de jeux de mots nuls. Mais du coup, tu dis qu'il n'y a pas de double lecture, mais à ce moment-là, est-ce que des gamins seraient capables de reconnaître The Big Lebowski? Alors non, les gamins seront pas capables, mais après ça n'entre pas. Ce qu'ils en font, c'est pas non plus. Voilà. Ça c'est plus le clin d'œil de si t'es un parent à la base qui est censé accompagner ton enfant devant le dessin animé. Après ils sont pas cons. Comme je disais tout à l'heure en off, ils ont fait une petite étude et ils se sont rendus compte que le fan moyen de Mon Petit Poney était un homme de 21 ans. Donc pas du tout la petite fille de 10 ans telle que. Qui l'aurait pour acheter des jouets. Donc pour revenir vite fait aux comics, le comics c'est vraiment très cool si vous êtes fan, mais si vous n'êtes pas fan et que vous n'avez pas regardé la série, effectivement il vous manque une grande partie du lore, donc ça peut sembler un peu nébuleux. Pour situer un petit peu, donc la série de comics que je vous ai fait lire, messieurs. Ça s'appelle donc Friendship in Magic, ça dérivé directement du dessin animé. Actuellement, il y a 45 issues qui sont sortis. On en a jusqu'ici encore 3 autres qui sont prévus, mais la série a encore vocation à continuer. Oui, parce que ça a commencé en 2012 quand même. C'est ça, c'est super vieux. Ça a commencé en 2012, sachant qu'en 2013, il y avait déjà plus de 1 million de fascicules de Mon Petit Poney qui avaient été vendus. Le succès est colossal. C'est 990 de plus, 1000 de plus que de She-Hulk. Ouais. Par exemple. Voilà. Aux États-Unis, c'est publié chez IDW Publishing. En France, c'est chez Urban Kids. Donc ça, il y a en plus franchement, c'est simple. Hein, un tome de IDW, c'est 18,90€ en import. Un tome de chez Urban Kids, le même en français, il est à 6,90€. Donc ne vous faites fâcher, lisez-les en français. Pour situer un peu, aux États-Unis, ça a tellement de succès qu'il y a une autre série qui a été lancée et notamment une entièrement dédiée aux méchants. Et voilà, donc ça déchire un peu, mais effectivement, je pense que si vous n'êtes pas fan, ça va vous sembler un peu nébuleux. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mes copains, à qui j'ai infligé ça, et j'ai hâte d'avoir leur avis. On va demander plouf plouf à Zef. Ah, le plouf plouf. Comment parler de My Little Pony? Je vais raconter mon histoire perso avec My Little Pony pour vous faire comprendre. Il y a un petit moment, j'étais au Street Club, donc j'étais avec un pote qui s'appelle DJPH, qui se reconnaîtra, et je le vois donc on est en train de mater du Street, et lui je le vois sur son téléphone en train de mater un épisode de My Little Pony. Donc je fous joyeusement de sa gueule en disant mais tu peux pas regarder ça, c'est de la merde, c'est pour les gosses, et il me dit non c'est bien en fait, je t'assure tu devrais regarder ça. Je t'envoie le lien de la chaîne YouTube, tu verras, regarde-en un, tu verras, ça va être cool et tout. Je fais ouais, what the fuck. Et un samedi après-midi chez moi, j'ouvre le lien par pur hasard et je commence à regarder et 4 heures après, donc j'étais encore en train de regarder My Little Pony sur la chaîne YouTube. Donc j'ai envoyé un texto en disant fils de pute, ce à quoi il a rigolé. Donc non, My Little Pony, moi j'adore. Je regarde à la base le dessin animé, donc je disais à Lux, donc même si j'ai du retard par rapport à elle, mais je regarde ça sur Netflix. Moi je trouve ça cool parce que c'est cool, c'est marrant, c'est pas si débile que ça. T'arrives à définir pourquoi, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce qui te plaît? En fait, c'est un côté ultra mignon. Enfin, je rappelle que moi je lis Capture Créature, j'adore ce genre j'adore le côté mignon et pas débile, pas débilo mignon, mais le côté vraiment mignon et intelligent de l'aventure. En fait, c'est vraiment de l'aventure au premier degré comme on pouvait aimer quand on était gosse. Qui a une vraie lecture, il y a une vraie lecture pour les adultes parce que ça comme disait Lucille, ça prend pas les gens pour des cons.
Après, c'est très niais sur l'histoire. Il y a pas de gros développement, il y a pas de trame fantastique avec des rebondissements de ouf ou des cliffs de malade. C'est simple en fait. Encore une fois, quand t'aimes manger le dimanche matin tes céréales en regardant un dessin animé, bah ça passe super bien. Bon, moi en l'occurrence, je les regarde le soir avant de me coucher, mais donc je sais pas, c'est super agréable, c'est acidulé, c'est coloré. Il y a Tara Strong qui fait les voix, donc on est obligé d'aimer. Tara Strong, pour resituer Tara Strong, c'est la nana qui fait beaucoup de voix sur les Super Nanas, elle fait aussi la voix de Harley Quinn, voilà, bref. Elle est méga bonne. Et du coup, ouais, bon, j'étais obligé de le dire. Et donc du coup, voilà, je sais pas, il y a une espèce de... Enfin, honnêtement, il y a 4 ans, je me foutais de la gueule de ça. Maintenant, je me dis, je comprends vraiment qu'on puisse aimer ça. Maintenant, je suis pas un fan hardcore du truc, loin de là. Mais tu suis le truc de façon régulière. Voilà, pas régulièrement, mais quand je me couche, je regarde un épisode. Bah, je trouve ça marrant et puis ça m'a pas, j'ai pas eu l'impression d'avoir perdu mon temps. En fait, je trouve ça cool, j'ai rigolé, j'ai souri sur plein de trucs. Donc toi, l'expérience comics, ça a été, enfin, tu l'as bouffé, enfin, c'était. Ouais, bah c'était naturel. Après le comics, au niveau dessin, il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu gêné. C'est pas, je trouve qu'il y a pas la fluidité du dessin animé sur plein de trucs. Bon, après c'est du détail pur et dur. Et puis Rainbow Dash quoi, voilà, boum. On connaît ton allégeance. Joe, toi, est-ce que toi t'as été pareil, d'abord séduit par le dessin animé? Est-ce que tu connaissais l'univers? Enfin, avant de posséder des jouets, je parle. Moi, je connais l'univers de My Little Pony de quand j'étais petit. Ouais. Donc j'ai beaucoup de retard. Quand c'est des jouets moches. Je suis très très vieux. Et donc je ne suis pas du tout le dessin animé actuel, comme j'ai jamais suivi. C'est les Powerpuff Girls, les Superman. Ça. Bon, j'ai jamais suivi. J'ai toujours trouvé ça plutôt cool de loin. Pour mes petites cousines qui mataient et tout, j'étais là genre ça a l'air cool. Il y a au moins des dessins animés modernes qui ont l'air sympas et tout, mais je me suis jamais plongé dedans perso. Donc je peux pas dire si c'est bien, enfin si j'aime ou pas en tout cas. Donc du coup j'ai les 3 issues de My Little Pony que j'ai lus là, je les ai lus vierges de tout background si tu veux. Du coup, ça s'est avéré quand même assez difficile comme lecture. Parce que c'est vrai qu'à part la double page où on te présente assez brièvement les personnages principaux. Alors déjà j'étais paumé de ouf. Bah déjà les noms ils sont tellement évocateurs et il a fallu que la nana commence à demander qu'est-ce que vous avez fait de ma sœur pour que je comprenne que c'était sa sœur. Moi au départ je pensais que c'était sa mère. Enfin bref, pareil, j'étais là genre bon passons, je vais rien comprendre à qui est qui. On va voilà. À un moment il y a un petit dragon, je sais pas d'où il débarque, lui ça a l'air d'être le sidekick. Pourquoi il traîne avec les poneys le dragon? Aucune idée parce qu'il y a pas d'autres dragons si tu veux, c'est le seul, il est là, c'est le dragon. Donc en fait je vais donc partir sur des points très très précis qui ont fait que j'ai eu du mal à adhérer. C'est que au-delà du fait que j'avais pas de background, j'ai trouvé ça hyper difficile à lire dans l'agencement des pages en fait. Il y a plein de moments où je comprenais rien à ce qui se passait, où d'une case à l'autre on changeait de perspective, t'avais l'impression qu'on changeait d'endroit alors qu'en fait on était au même endroit, et où du coup je comprenais pas ce qui se passait. Il y avait des bulles avec des dialogues où j'étais là genre mais attends, qui parle à qui en fait, je comprends plus. Alors j'étais obligé de revenir des pages en amont pour dire alors attends, celle qui est bleue, c'est qui? Ah oui d'accord, donc elle parle à machin. Et c'était franchement ça a été hyper chaud à lire, hyper tendu. Et j'ai pas été hyper je me suis pas senti happé par le scénario. C'est pas une super introduction quoi, enfin. Non voilà, il faut vraiment avoir si vous n'avez jamais regardé la série, c'est très difficile de rentrer dedans. C'est chaud. Alors, t'as l'impression de rentrer dans le délire de quelqu'un qui a pris du LSD, mais toi t'es sobre quoi. T'es là genre OK, donc tout le monde est défoncé. La prochaine fois je lirai avec un pétard. Non, c'est pas bien. Franchement, je pense que sous crack ça doit être très rigolo. Alors je sais pas si je sais pas si parce que j'ai une mémoire un peu qui flanche, mais des 3 personnes qui sont là en tant que chroniqueurs, je sais qu'Adrien a lu Rick and Morty. Est-ce que toi t'as lu Rick and Morty et My Little Pony? En fait, j'avais lu Rick and Morty parce que j'avais fait partie de l'émission où Adrien en avait parlé. D'accord. J'avais lu le truc en disant non, j'y arrive pas, c'est de la merde. Et Adrien, quand il en a parlé dans l'émission, a dit non mais si on connaît pas la série, c'est super dur de rentrer dedans. Ouais, donc en fait c'est le même problème. Et je suis rentré et j'ai commencé à regarder les épisodes, j'ai bouffé le truc mais comme un fou parce que ça défonce de ouf. Et là c'est devenu évident, effectivement quand tu ouvres le comics, tu fais ouais, effectivement ça te. Donc ouais, en gros le message, excuse-moi Joe. Si je me trompe pas, le comics My Little Pony a été créé suite au succès du dessin animé, c'est donc plus ou moins un produit dérivé qui est
d'abord destiné aux fans. C'est le et cas ça de toutes les quoi. séries du genre, Simpson, Oui, tout ce qui sort chez Rick and Morty, tout ça, c'est, oui, voilà, c'est des trucs, faut connaître le matériau de base, sans ça, c'est se difficile. sent quoi. Donc du D'accord. coup, moi j'ai galéré. Bah du coup, regardez le dessin animé. Voilà. C'est sur Netflix. C'est ça. sur Netflix, voilà, en visionnage, moyennant un petit abonnement. Merci pour ces revues. On va passer à la deuxième partie de l'émission. On se retrouve pour parler de Killing Joke. De retour dans la deuxième partie de Comics Outcast, ce 54e épisode, en compagnie de nos 3 chroniqueurs et notre réalisateur Adrien. Nous allons trouver la suite du conducteur, voilà, où on va parler, excusez-moi, d'un bloc consacré à l'œuvre qui est considérée comme culte par une majorité de lecteurs. Alors je dis majorité, justement, heureusement on a un cast assez divers qui va pouvoir nous timorer un peu ce statement. On va parler de la série Batman : The Killing Joke. Alors on va faire en 2 parties. Naturellement, on va d'abord parler du comics de 88, puis de son adaptation à l'écran dans un film qui est sorti en DVD en août. Donc le mois dernier finalement. En août 2016, hein, précisément. Oui, 2016. On va commencer par le comics. Donc très rapide présentation, c'est un one shot, donc un numéro unique qui sort avec une histoire qui a un début, une fin et qui n'a pas de précédent et qui n'est pas appelé à avoir de suite. Bon, on a vu des one shots qui ont eu des suites, mais celui-ci, pour le moment, non. De 48 pages, donc relativement court. C'est un graphic novel sur le format franco-belge, quoi. Oui, 48 voilà, pages, une histoire qui raconte, voilà, du début jusqu'à la fin, écrite par Alan Moore, qu'on va pas vous présenter parce que voilà, et illustré par Brian Bolland, évidemment paru chez DC Comics. La question que je voulais poser, j'ai pas noté, mais j'ai oublié. Mais en gros, est-ce que quelqu'un l'a lu et que quelqu'un veut présenter l'histoire relativement rapidement? Ouais. Mais si c'est encore nécessaire de le faire. Ouais, on va pas forcément présenter l'histoire. C'est une histoire de Batman. L'important c'est pas forcément l'histoire, c'est l'impact qu'elle va avoir sur l'industrie du comics à l'époque où elle sort. Donc ça sort en 1988. À l'époque, Alan Moore bosse pour DC Comics. Il a écrit Whatever Happened to the Man of Tomorrow, une histoire unique de Superman. Il sort des Watchmen, qui a été un succès colossal. Et Brian Bolland lui demande s'il peut pas lui écrire une histoire de Batman parce qu'il a très envie de dessiner le Joker. Et Alan Moore, ça le fait un peu chier, mais il dit bon d'accord, ok, j'écris un truc. Et donc il écrit The Killing Joke. Ça sort à une période où les comic books, en particulier les comic books de CDC, subissent une vraie transformation thématique. C'est-à-dire que en gros, The Killing Joke, Arkham Asylum de Grant Morrison et The Dark Knight Returns de Frank Miller changent complètement la vision que les gens ont du personnage de Batman. Et donc on arrive dans cette période qu'on va appeler le grim and gritty, c'est-à-dire des comic books beaucoup plus ancrés dans une réalité assez dure, assez sombre, des personnages auxquels il arrive des problèmes durables qui deviendront canons dans les chronologies des personnages et qui donc vont influencer la suite de leurs aventures. Ouais, tu voulais préciser un truc, Zef? On m'entend là? Non, on m'entend pas. Là, on va t'entendre. Ok, merci Adrien pour la réal. Non, je plaisante. Mais du coup, en fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le côté problème durable. On est aussi sur un moment où on s'intéresse vachement plus à la psychologie en fait du personnage en lui-même, qui n'est plus vraiment forcément un héros en tant que tel, parce qu'on sent que c'est un homme derrière le masque. Et surtout qu'il est vraiment vulnérable en tant que personne psychologiquement en fait. Parce qu'il y avait un numéro de Batman qui s'appelait Proie en français de mémoire, où t'avais un truc avec Doctor Strange aussi qui le faisait psychoter à mort, surtout qu'il avait un côté vraiment complètement, exactement. Dr Hugo Strange, attention, voilà. Pas mélanger les deux, oui, mais oui, juste exactement. au cas où. Et donc The Killing Joke est un double récit, c'est-à-dire un récit qui raconte un sale coup du Joker, qui va faire véritablement des dégâts autour de lui en s'enfuyant une fois de plus de l'asile d'Arkham, et Batman qui part à sa poursuite, et parallèlement à ça, un récit de flashback
flashbacks, qui était à l'époque assez encore un nouveau truc que proposait Alan Moore. C'était pour la première fois une origin story du Joker, comme ça va ensuite devenir la norme dans tous les comics, c'est-à-dire tiens, si on inventait une secret origin pour les personnages. Donc celle du Joker a toujours été réinventée finalement, mais l'un des points d'ancrage de cette origin story, c'est Alan Moore qui se base vaguement sur l'histoire du Red Hood qui datait des années 60, je crois, un truc comme ça, et qui la lie à celle du Joker, et voilà, il raconte, il en fait un personnage tragique, un personnage brisé, qui est transformé, qui devient le Joker, grâce à cause d'un concours de circonstances très malheureux. On va pas en dévoiler plus. Donc ça change énormément la vision que les gens vont avoir de Batman. Ça a créé la Batmania également. Un an après, il y a Tim Burton qui fait le premier Batman et tout. Donc à cette époque-là, tout le monde veut Batman, tout le monde écoute Batman, tout le monde lit Batman, tout le monde. D'ailleurs, je veux pas trop te couper, mais mais surtout, c'est quand même assez drôle que justement là tu parles que c'est, qu'on entre dans l'ère du grim and gritty, et que paf, Burton le fait. Fait son Batman au cinéma, et c'est genre pas du tout ça, quoi. Il y a un peu de gritty dans le film de Burton, mais effectivement, tous les gens, j'en ai parlé avec des gens de cette génération qui ont découvert Batman avec les comics de Frank Miller, donc qui ont 10-15 ans de plus que moi, que nous, et qui attendaient le film de Burton comme le messie vraiment, et qui, contrairement à moi, ça a été mon premier choc cinéma, eux ont considéré ce film comme la pire des merdes, parce qu'ils attendaient effectivement un truc vraiment brut de décoffrage, un peu hard-boiled, et qu'ils se sont retrouvés devant le film de Tim Burton, qui était un film de Tim Burton, et qui étaient assez déçus. Pour terminer sur le sujet Killing Joke, aujourd'hui Alan Moore a un regard très 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 contrasté sur. Oui, il change beaucoup d'avis. Ouais, il a tendance à changer beaucoup d'avis, mais sur toute cette période-là, c'est-à-dire que même sur Watchmen, en fait, il est assez navré par l'influence qu'ont eu ces comics, justement, c'est-à-dire lui, l'avènement du grim and gritty, il s'en désole véritablement. Il dit j'ai été trop loin dans mon traitement des personnages, j'ai traité Batman comme un personnage psychologique, alors qu'en fait j'aurais jamais dû lui mettre ça sur les épaules. C'est ouf quand même. Ouais, le mec il est responsable d'une révolution en termes de révolution, c'est pas forcément bien, mais il a vraiment modifié l'industrie. Et maintenant, il en est désolé, quoi. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, il est pas forcément, quand t'écoutes ses propos, c'est un peu ambivalent. C'est-à-dire que il dit pas qu'il a honte de son Killing Joke. Il dit clairement quand même que c'est pas le truc préféré de ce qu'il a fait, mais il le renie pas. En revanche, il regrette toutes les conséquences qu'ont eu sur les 20 années qui ont suivi, sur les 2 décennies qui ont suivi, où il y a eu une escalade de la violence et du réalisme dans les comics. Lui, il s'est vraiment désolé de ça. Il a dit j'espérais en fait que Watchmen, que The Killing Joke, ça allait permettre aux gens de créer d'autres histoires, en fait, d'autres personnages, pas forcément de reprendre des héros qui existaient déjà pour les traiter comme moi je les avais traités. Il a réussi à inspirer une génération, mais pas dans la forme qu'il aurait aimé. Exactement. Ouais, le problème, c'est que tout le monde s'appelle pas Alan Moore, justement, en fait, c'est ça le problème. Et ils ont pas son imagination. Et puis, il y a autre chose auquel j'ai pensé en préparant ce truc aussi, c'est que quand tu prends une histoire comme The Dark Knight Returns, par exemple, de Frank Miller, c'est du grim and gritty, sauf que ça se passe dans le futur de Batman. Enfin, on peut presque imaginer que c'est un univers parallèle. C'est pas la même continuité, que c'est pas les mêmes personnages. Tu peux t'imaginer que c'est vraiment une histoire à part. Alors que The Killing Joke, ça s'inscrivait vraiment dans la continuité de Batman. Ça impose des choix qui vont avoir des conséquences par la suite. Du coup, ça peut pas avoir le même statut. C'est-à-dire que là, ça change véritablement la chronologie du personnage. Et DC a décidé à l'époque, ça avait un tel succès, d'inclure ça dans la chronologie Batman, et donc du coup ça a forcément eu des retombées par la suite qu'on subit encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ça encore aujourd'hui. Alors que je rappelle, c'était un one shot, donc il ne devait pas avoir d'influence extérieure. Pas forcément d'influence extérieure, mais qui devait pas en fait se prendre dans un arc déjà existant. En fait, c'est ça. Voilà. L'inverse d'aujourd'hui, en fait. Voilà, complètement. Tout est dans un arc. Exactement. Donc voilà ce qu'on peut dire à propos de ça. C'est hyper beau. Brian Bolland, c'est le mec c'est un dessinateur qui vient du Royaume-Uni comme Alan Moore, qui est de la même génération que lui, qui a dessiné les Watchmen donc avec lui. Donc bon, voilà. C'est un mec qui a un souci du détail dans le dessin qui est absolument phénoménal. Je vous conseille, si vous avez l'occasion si vous avez déjà lu The Killing Joke, mais de lire, puisque c'est quand même assez rapide à lire, sa recolorisation qui date de 2007, qui est assez ouf.
Et c'est comme ça que j'ai découvert. L'épisode noir et blanc, ouais, surtout. et la version en noir et blanc qui vient juste de sortir. qui est Ah, juste elle a- un go, elle a quoi. un an maintenant. C'est vraiment dingue. Le souci du détail du dessin de ce mec, enfin c'est vraiment. Alors ça fait pas dans les sbroufs, c'est pas des doubles pages spectaculaires, mais il y a une vraie atmosphère, il y a une vraie ambiance, il y a un côté à la fois rétro et en même temps finalement assez moderne pour un truc qui date de 1988, je trouve. Et en le relisant donc pour cette émission Killing Joke, ça faisait 2-3 ans que je l'avais pas lu, et en ayant en tête les propos d'Alan Moore, je dois avouer que si je trouve ça toujours aussi intéressant pour l'époque à laquelle c'est sorti, pour les changements que ça a apporté, je trouve effectivement pas que ce soit l'histoire la plus renversante de Batman que j'ai lue. Je trouve que ça se tient toujours, mais ça vieillit pas aussi bien que du Frank Miller de l'époque, par exemple, je trouve. Voilà, c'est mon avis. Est-ce que toi, Zef, t'as le même avis? J'imagine que tu l'as déjà lu plusieurs fois avant ce soir, enfin avant cet enregistrement. Ouais, en fait, mais je l'avais dit à l'épisode spécial où on demandait les comics préférés. Moi, ça reste un de mes tops. Enfin, si c'est un de mes meilleurs comics que j'ai lu, parce que en fait, je l'ai lu en 2 temps. La première fois que je l'ai lu, j'étais tout gamin. Je devais avoir, je perds peut-être 12 ans ou un truc comme ça. Mon frère l'avait acheté en J'ai lu, en livre de poche. C'était vraiment un truc que j'avais trouvé dans ses affaires. Je l'avais lu parce que voilà, c'était Batman, sans comprendre en fait le double ou triple sens qu'il peut y avoir, non seulement sur l'historique du Joker, mais en plus sur la fin qui reste comme vachement ouverte et qui a fait des pages et des pages sur le net et enfin sur de théorie, qu'est-ce qui se passe après tout ça, et enfin après la fin. Là, on parle de la fin, mais sur tout le. Sur tout Oui, ce bien truc, sûr, non, j'ai ça c'est pour. un nid à théorie, mais oui, la fin, effectivement, c'est un truc. Et donc du coup, je l'avais lu en disant ok, c'est une bonne histoire. Et quand je l'ai relu peut-être 10 ans plus tard, en comprenant tout ce qu'elle a amené, enfin tout ce que l'histoire a amené, tout ce que le personnage de Barbara Gordon est devenu derrière après ça. Enfin, ça m'a fait un double choc en fait. Donc du coup, j'ai trouvé ça oufissime. Mais effectivement, et je trouve en fait ça a un triple impact maintenant sur moi parce que avec DC Rebirth qui vient aujourd'hui et qui se lie, je vais expliquer ma théorie, mais qui se lie en fait à Watchmen. Par le comédien et par ce qu'on a expliqué la dernière fois. Non, tu vois, si. Je te vois douter en fait, qui est du coup écrit par Alan Moore. Je trouve que ça en fait a un impact assez balèze parce que dans le DC Rebirth, il y a un côté Joker multiple et dans le Killing Joke, le Joker parle un moment de son passé en disant si à un moment si je dois avoir un passé, il serait multiple. Et donc il inclut et en fait c'est une espèce de d'écho en fait à ça. Alors est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est complètement faussé, est-ce que c'est une fan théorie, je sais pas, mais en fait je trouve ça complètement fou en fait comme idée et je trouve ça vraiment balèze en fait que enfin voilà, la boucle reboucle avec Watchmen sur DC Rebirth et qui reviennent par Alan Moore sur le Killing Joke et le fait que le Joker dise avoir plusieurs passés et qu'il s'en souvient pas lui-même et quand il y pense, il en a plusieurs à la fois. Donc, après il est fou hein. Après il est fou bien évidemment, mais bon, dans l'idée c'est assez cool. Voilà, donc non, The Killing Joke ça reste pour moi enfin voilà, un truc qui reste dans mon cœur. J'adore vraiment tant au niveau des conséquences qu'au niveau du dessin, qu'au niveau de l'histoire, qu'au niveau du côté sombre qu'elle peut amener. Enfin pour moi c'est une vraie tuerie quoi. Et enfin Lucille, est-ce que toi tu comprends, est-ce que tu saisis l'impact dont parlaient Joe et Zef à l'instant, déjà personnellement pour Zef et enfin culturellement pour les auteurs et les lecteurs, est-ce que tu comprends cet impact de cette histoire-là et enfin est-ce que tu as eu le même ressenti en le lisant toi? Alors, je l'ai lu il y a quelques temps, vraiment parce que ça reste une pierre angulaire. C'est un peu comme un 2001, l'Odyssée de l'espace. Il y a eu un avant, il y a eu un après. Donc, effectivement, quand tu te fais une culture comics, c'est le genre de titre qu'il faut absolument lire. Ma première réaction, une fois que j'ai eu bouclé le truc, c'est « La vache, c'est tellement surévalué !» Alors, non mais... Ça a été ma première réaction. On en a discuté notamment avec les copains. Et effectivement, voilà, quand on lit, en 88, c'est ça ou 89, je sais plus. Ça a eu son impact. Si tu le lis aujourd'hui, effectivement, ça fait un peu l'effet d'une douche froide. Après, je suis consciente de la tentative. Disons qu'il y a une qualité littéraire derrière. Il y a une tentative de faire... il y a quelque chose, par exemple, que je n'aime pas chez le Joker et que je dis souvent, c'est son côté être méchant pour être méchant. Là, il y a une tentative de lui donner un background. Il y a une tentative de lui donner un petit côté... il est méchant, mais il a un bon fond puisqu'il fait à la base... à la base, il était marié, machin, bidule, blablabla. Enfin, voilà. Genre, il y a du bon en lui, tu vois.
Bon, après, ça suffit pas pour convaincre, mais il y a une tentative. L'écriture, donc vraiment la construction littéraire de l'histoire est très intéressante et elle est bien construite. J'aime bien la construction, en gros, je sais pas comment dire ça, les plans. Le découpage, le séquençage. Oui, voilà, le séquençage. Ouais, même pas vraiment le séquençage, c'est vraiment l'endroit où est posé le point de vue, etc. Sur la construction des images. En fait, je perds un peu mes mots parce qu'il est un peu tard, mais vous voyez l'idée. Ça aussi, je trouve ça assez sympa. Après, effectivement, là, je l'ai relu pour l'occasion et bon, pour moi, ça casse vraiment pas les briques. D'accord. Mais je comprends l'importance que ça peut avoir et l'impact que ça a pu avoir à l'époque. Donc, sans prendre de plaisir, tu saisis quand même la portée. Ouais, voilà, j'ai vu un classique. D'accord. Après, je me relèverai pas la nuit. D'accord, ok. Non, c'est honnête. En fait, on parle de portée du comics, mais parce qu'on n'a pas expliqué ce que c'était, ce qu'il y avait dedans, en fait. Enfin, je pense qu'on peut spoiler le truc sans. Ouais, alors j'imagine parce que en ce qui me concerne, moi j'ai lu il y a pas très longtemps, donc j'imagine qu'il y a encore des gens qui l'ont pas lu. Il a 18 ans. Non, on peut le faire, mais on peut plus le faire, mais ça va rien changer. Non, mais en fait, on parle de portée, des conséquences qu'il y a, et c'est on va pas spoiler. Alors, non, mais si, ça on peut. Non, mais si, mais est-ce que on parle de Barbara Gordon? Oui, on parle de Barbara. Bon, Barbara Gordon, ça fait 20 ans qu'elle est dans un fauteuil roulant et c'est à cause de Killing Joke. Voilà, exactement. C'est pas un spoiler. Mais c'est non, parce que du coup, on parle de portée, de canonique et de trucs, mais genre, on parlait pas du sujet. L'idée, on tournait autour de l'œuf. Voilà. Non, c'est du pot. Non, mais si on veut parler de Barbara Gordon, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est toute la théorie autour de ce qui se passe au sujet de Barbara Gordon dans le bouquin, puisqu'il y a des choses qui sont suggérées, mais qui ne sont pas du tout dites clairement, et sur lesquelles il y a eu tout un tas de théories, et on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure quand on va parler de l'animé, puisqu'il y a certaines de ces théories qui sont appuyées comme un vieux chewing-gum sur un bout de trottoir dans l'animé. Mais voilà, donc effectivement, il y a toute une violence non dite dans Killing Joke qui, je pense, a pu pas mal marquer les esprits aussi. Je parlais de portée. La portée a évidemment dépassé le livre, puisque même dans les jeux vidéo, je pense à la série des Arkham et la série des jeux de combat, la série des jeux de combat Injustice. Enfin la série, oui, maintenant il y en a deux, donc c'est une série. Ils font des références à ça, c'est-à-dire que Lucille parlait de pierre angulaire, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un point clé qui rassemble tous les fans de Joker. Enfin, du Joker et de son histoire et de ses origines sur des phrases clés, des phrases cultes du comics d'origine. Mais même dans les Dark Knight de Nolan, t'as des citations de Killing Joke. Donc si. Donc ouais, c'est donc ça traverse vraiment tout. C'est la pop culture de Killing Joke, quoi, clairement. Ce qui va nous permettre de passer à la deuxième partie de ce bloc. On va parler de l'animation. Donc il est prêt, Zef, là, putain, il est devant le micro, il est chaud, là. Ah, je suis chaud. Je suis tellement chaud. Un jingle ou pas? Non, mais c'est la suite. Adrien avait préparé son jingle. Vas-y, fais péter jingle. Adrien, il a envie de bosser, mais... Ah, il était content. Ah, il est content, Adrien. Maintenant, je comprends à quoi ça me fait penser, cette musique. J'ai l'impression que c'est une nouvelle épreuve dans Fort Boyard. Genre, quand il se balade d'un étage à l'autre du fort. Un peu. Non, mais ça permet de changer de musique. Oui. Non, je disais quoi Tu parlais de l'animé, oui, que donc, ça faisait une bonne de retour transition. dans la deuxième partie pour parler donc de l'animation qui est la pure adaptation, pure adaptation. Alors, t'es sérieux là? Alors, avant de juger, je vais juste le présenter, ensuite on juge. Enfin, tu juges. Vous venez de perdre une oreille, c'est normal. C'est le 26e film. Donc, quand on parle de film, on parle vraiment juste de production animée par Warner. Dans la série, donc on avait déjà parlé de Trône d'Atlantis et d'autres merdes de ce style. Batman, Robin. Celui-ci est écrit par Brian Azzarello, dont on a longuement parlé, surtout Geller, en termes de Wonder Woman, naturellement, et qui est produit entre autres par Bruce Timm. Alors, quand on parle d'adaptation, en général, on s'attend à ce que l'histoire principale soit reprise de bout en bout et traitée d'une façon qui soit efficace à la télévision, à l'écran, au cinéma. Là... On a des gens qui font les voix. Du coup, on va parler du casting. On a Kevin Conroy qui reprend son 403e rôle dans le rôle de Batman dans les jeux, dessins animés et ce que vous voulez. Bon, il est badass, il a une voix c'est Batman, c'est la voix de Batman. On a Mark Hamill que vous connaissez peut-être de la comédie musicale La Guerre des Étoiles, qui reprend son rôle
également qui reprend toujours le même le rôle rôle du Joker depuis qui, 92. Franchement, bon, moi j'ai vu Star Wars peut-être une fois, non jamais. Donc je sais pas du tout à quoi ressemble la voix de Mark Hamill en réalité. Du coup, là il joue beaucoup, mais c'est excellent. Moi j'ai adoré. Mark Hamill, il a toujours dit qu'il kiffait plus faire des voix et des personnages que de jouer, oui, parce et que ça il débiles sait pas faire. Que de jouer, parce qu'il a fait. Et en troisième rôle, donc le Joker, et Tara Strong qui est la voix de Barbara Gordon. Donc encore une fois, on venait de la mentionner un peu plus tôt, c'est une voice actress, une doubleuse, merci, qu'on retrouve dans beaucoup de productions américaines, que ce soit des doublages d'animés ou d'autres jeux vidéo, Injustice, Mortal Kombat et compagnie. Précisons en disant que dans cette adaptation, elle fait la voix de Barbara Gordon ainsi que celle de Batgirl, qui n'est pas dans The Killing Joke, le comics. Ah, effectivement. Ouais, c'est vrai. Oui, alors attends, on va revenir sur la construction. Non, tu vas trop vite, Joe. Là, attends, tu me casses mon truc. Par rapport à la prod, donc elle a commencé, toute une histoire qui a commencé, c'était plus ou moins un whine de Mark Hamill qui disait, j'ai envie d'arrêter de faire le Joker. Attends, la façon dont tu dis ça, c'est pas un whine, c'est qu'il a dit qu'il arrêterait de faire la voix du Joker et il l'a fait normalement avec Batman Arkham City. C'est le dernier truc qu'il disait vouloir faire. Ouais. Et derrière, on l'a poussé en disant, tu veux pas revenir, et il a dit, bon d'accord, je veux bien, sauf si juste pour The Killing Joke. Donc ça a commencé en 2011 ce wine, j'insiste, et que 5 ans plus tard, ils ont réussi à produire avec Warner DC, en trouvant Azzarello à l'écriture, Bruce Timm à la production, et donc retrouver ce cast de doubleurs qu'on retrouve un peu partout, pour présenter à la Comic-Con de cette année en juillet le film auprès des fans donc qui étaient présents, et ils ont vu le succès. Et ils ont dit on va sortir de 2-3 ciné. Ils l'ont sorti effectivement dans quelques ciné aux États-Unis, et quelques semaines plus tard, début août, ils l'ont sorti en DVD pour toute la planète, et toujours disponible sur iTunes à des prix faramineux pour les Français. Je l'ai vu en Blu-ray chez MK2. En France, 16 balles. Ah d'accord. 16 balles. Cher, hein. Ah non, en boutique. Ah oui, excuse-moi. Ouais, en boutique. MK2, je comprenais pas. En boutique MK2, Blu-ray 16 balles. D'accord, bon ça se vaut. C'est une heure. Hein. Il y a des bonus. Il y a des bonus apparemment. Ouais. Il en faut quand même. Faut avoir envie de mater les bonus. Quoi. Voilà. Donc on va parler de la construction. On parlait d'adaptation et de la fidélité. Là, on a une construction qui est un peu différente, quand même à moitié, sachant que les 35 premières minutes sont dédiées à des événements qui n'apparaissent pas du tout dans la bande dessinée. Je rappelle que la bande dessinée originale fait 49 pages, quelque chose comme ça. C'est quand même assez compliqué d'adapter ça en une heure, d'étirer ça sur la longueur. Du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils avaient quand même l'idée au départ de faire un petit prologue, on va dire, de 10-15 minutes. Je sais pas si le contenu aurait été celui qu'on avait vu, mais d'une façon compressée. Seulement, ce petit prologue s'est transformé en moitié, en premier acte même. Zef, pardon. Non, mais en fait, c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure, c'est que sur un truc comme ça qui ramène autant de personnes connues, c'est-à-dire t'as Bruce Timm, t'as Mark Hamill, t'as tous les gros doubleurs, t'as toute la grosse prod qui est là pour faire un dessin animé, ils peuvent pas adapter que le comics, donc The Killing Joke, qui fait 48 pages et qui va en une demi-heure être claqué, et encore je suis gentil parce que c'est rapide, parce que ça va très vite en fait à animer, parce que finalement il y a pas tant de paroles que ça dans le dessin, pas dans le. Attends, c'est un Alan Moore, ça parle. Oui, ça parle. Non, ça aurait pu être un épisode un peu long de la série animée des années 90. Mais voilà, mais c'est tout. Ça irait pas plus loin. Et donc du coup, justifier de sortir un film animé, effectivement, fallait faire autre chose, fallait faire quelque chose de plus grand, de plus gros, de plus long, tout ce que tu veux, quoi. Donc effectivement, ils ont mis cette merde de 35 minutes, t'as dit, c'est ça, 38, avant, où on voit une histoire avec Batgirl qui se tape contre un gars lambda de la mafia, qui est censé, le gars être censé super intelligent mais qui est débile, qui est censé être super fort mais qui est naze. Enfin bref, c'est le gars, enfin je sais pas, c'est naze, tout est pourri en fait dans le truc. Mais ils l'ont mis parce que voilà, fallait faire une première approche pour Batgirl, fallait que le public qui la ne connaissait pas ait un sentiment de la connaître et de s'attacher un petit peu à elle, fallait qu'il y ait tout ça, et que donc quand l'histoire de The Killing Joke arrive, donc c'est à la moitié du truc, où là on tombe vraiment dans le comics, page 1, première case. Ouais, exactement ça. Ouais. Voilà, on a eu une vraie préface grosso modo de Batgirl et de ce qu'elle représente. Sauf que Adrien l'avait mis dans les on aime pas du Gala Comic Con.
Enfin, pour moi en tout cas, on n'aime pas le spoil qu'il y a eu. Je n'aime pas le spoil qu'il y a eu sur The Killing Joke dans la série, enfin dans le film, à savoir que Barbara Gordon, Batgirl et Batman ont une relation sexuelle, charnelle entre eux. Bonjour pédophilie. Voilà. Et donc c'est ça. Non mais non en fait. Non mais bonjour pédophilie, ça veut rien dire. Le nombre de films américains où t'as des vieux qui se tapent des jeunes. Non mais français. c'est pas de la pédophilie. Elle est adulte, attendez. elle travaille, on la voit au travail. Quand même. Ok, désolé, c'était une mauvaise blague. Mais en revanche, je comprends que tu sois choqué par le fait que cette relation existe. Je suis extrêmement, enfin moi ça m'a choqué. Qu'est-ce qui te choque voilà? Qu'est-ce qui te choque dans cette parce que c'est dans la relation Batgirl, alors ça c'est ouvert à toutes les théories, c'est ma théorie, c'est ce que je pense. La relation Batman-Batgirl, c'est une relation maître élève, père-fille. Enfin, tu vois, c'est de ils ont franchi une barrière. Voilà, ils ont franchi une barrière qui n'avait pas éthiquement n'était pas. Ouais. Non, c'est même pas n'apparaît jamais dans les comics. Qui n'apparaît pas et surtout qu'il y a il y a pas raison d'avoir ça en fait. Ça n'apporte absolument rien, à part encore une fois à se demander qu'une femme après ça se demande pourquoi l'homme ne la rappelle pas, peut-être qu'elle était allée trop loin, peut-être qu'elle aurait pas dû, peut-être que, enfin encore une fois, ça apporte une considération sexiste sur voilà exactement sur ça en disant mais pourquoi, genre qu'est-ce qu'on s'en fout, tu es Batgirl, c'est pas, enfin oui. Tu es une héroïne. Voilà, t'es une héroïne, il y a aucun intérêt à savoir que ta vie sexuelle existe, on s'en fout en fait de ça. Joe, toi, ce point bien précis de la relation entre Batman et Batgirl, j'ai du mal à dire. Alors, j'étais pas sachant déjà le spoil à l'avance, je me suis dit je vais essayer de pas me baser que là-dessus en matant cette adaptation animée de Killing Joke. Je savais que a priori thématiquement ça me plaisait pas. Pourquoi ? Parce que avant même de voir le truc, si t'es au courant de ce qui se passe, tu te dis bon, forcément, ils vont se servir de ça pour créer un levier dramatique et faire en sorte que Batman, il est super vénère parce que le Joker a tiré une balle dans le bassin de la meuf qu'il a niqué la veille. Sauf que en fait, quand on est, enfin, ils auraient pu tout à fait vraiment développer une histoire, un véritable affect entre Batman et Batgirl sans forcément effectivement en passer par une scène un peu racoleuse. Mais surtout qu'on voit très bien à quel point il tient à elle. Ouais, voilà, t'avais pas besoin de ça, et en plus de ça ils vont t'appuyer le truc en donc t'as une scène de cul qui commence et puis la caméra se lève et là t'as une sorte de gargouille démoniaque qui les regarde genre oh là là, la malédiction sur ce que vous êtes en train de faire. Donc du coup ça j'ai trouvé ça tellement pas fin, si tu veux, que je me suis dit mais c'est pas possible quoi. Et après j'aurais pu avoir écrit et là ils font l'amour. Non mais en fait on a des héros dans la vie et puis parfois il faut admettre que nos héros ils ont des défauts. C'est le cas de Bruce Timm par exemple. Bruce Timm c'est un mec qui est véritablement une légende, qui a réinventé Batman au début des années 90 avec la série animée, qui a révolutionné la manière de présenter l'univers de Batman, sauf que il n'était pas tout seul quoi. Tu vois, il y avait entre autres Paul Dini qui a énormément qui a créé le personnage d'Harley Quinn si tu veux, qui a participé énormément au succès de la série animée et qui je m'en suis rendu compte des années plus tard, réfrénait quand même les tendances un peu arrière-garde de Bruce Timm quoi, tu veux, qui est un mec qui dessine de la pin-up à tire-larigot et qui a ce côté un peu américain un peu avec des idées qui remontent à des années en arrière si tu veux. Et donc forcément, il a une image de la femme qui est hyper rétrograde et ça transparaît à fond dans The Killing Joke, je trouve. C'est-à-dire que plutôt que de créer un personnage féminin qui a effectivement, qui peut avoir une crise d'infériorité, qui a envie d'être la maîtresse de sa propre vie et donc de s'émanciper de la figure paternaliste que peut représenter Batman et tout. Mais là, alors déjà, elle agit comme un Robin lambda, c'est-à-dire les Robin ados relous qui se rebellent, si tu veux. Et en plus de ça, elle se tape son daron non, puisque c'est Gordon, mais son père spirituel, à savoir Batman. Et je suis sûr que Bruce Timm, lui, il se justifie en disant mais vous vous rendez compte de la portée freudienne du truc et tout. Et t'es là genre mais non mec, ça sert à rien.
enfin moi personnellement ça ne m'a pas apporté plus d'empathie ou d'antipathie pour le Joker et d'empathie pour le personnage de Barbara Gordon. J'ai trouvé que cheveux dans la soupe, quoi. Bah c'est genre tu sens deux vieux, Azzarello et Tim, qui ont dit on va jeter un pavé dans la mare, et toi t'es là genre non, en fait vous avez jeté un malabar dans une mare de boue, si tu veux. Enfin, c'est vraiment genre ah merde, on s'en fout en fait. Et du coup c'est d'autant plus décevant quand, après toute cette intro qui prend largement cette distance avec le truc, on part sur le premier plan de la première case de The Killing Joke, et que ensuite c'est quasiment, à part quelques trucs rajoutés, des scènes de baston histoire d'avoir un petit peu de baston parce qu'il n'y en a pas dans The Killing Joke quasiment, à part ça, une adaptation servile, case par case, avec les mêmes codes couleurs de The Killing Joke. Donc intérêt pour moi zéro. Et du coup, pour bientôt finir, Lucille, en termes de Bechdel, comment ça se passe dans la première partie de Killing Joke? Eh ben, en termes de Bechdel, ça passe pas du tout. Alors si, officiellement, je pense qu'il passe le test de Bechdel, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins. Je rappelle que le test de Bechdel, il faut avoir au moins 2 personnages féminins qui soient nommés et qui parlent autre chose que des mecs. Donc sachant qu'il y a un personnage féminin principal qui est donc nommé, elle est toute seule, le reste ce sont des personnages secondaires. Par contre, bien évidemment, déjà elle parle pas avec une autre meuf, ça c'est clair. Et mais puis avec un pote gay. Elle parle avec son pote gay. Ouais. Complètement cliché. Alors petite parenthèse, qui l'incite à draguer les lecteurs de la bibliothèque. Moi en tant que bibliothécaire, je suis super choquée, c'est pas du tout. Ils sont 4 et genre voilà. Regarde ces mecs qui veulent te sauter. Okay, donc voilà, elle passe son temps à parler des mecs avec son pote gay, donc ouais, voilà, c'est pas Bechdel, mais voilà. Son personnage est vraiment, c'est une fouteuse de merde, puisque donc la première partie finalement c'est elle l'héroïne un petit peu. Elle est vraiment centrale. Batman est complètement mis de côté, sauf que elle fait que du caca. Elle met des bâtons dans les roues à Batman. Que ce qu'on lui dit de pas faire. Batman n'arrête pas d'essayer de la protéger, donc ce qui est déjà assez frustrant comme ça, mais de toute façon elle l'écoute pas et on se rend compte que de toute façon Batman avait raison, donc c'est encore plus frustrant. Voilà. Dans la deuxième partie du film, donc c'est le Joker finalement qui est le protagoniste, donc c'est-à-dire qu'en fait on en a rien à foutre de Batman pendant 1h30 et quand tu te dis mais ce sont ces types-là qui sont des pontes des comics, qui sont au scénario, mais tu dis mais quelle tristesse de nous avoir fait un film de Batman où Batman on en a rien à foutre, il est antipathique, on s'en cogne de Batman quoi. Le seul moment où il a un moment de doute dans sa cave avec Alfred où il se dit mais en fait finalement je suis opposé au Joker mais je ne connais pas vraiment le Joker. En même temps ça va pas du tout. Et du coup, ça me rend très triste. Cela dit, je suis très contente parce que j'ai l'impression d'être toujours celle qui râle contre la construction des personnages féminins. Donc, je suis très contente que mes collègues aient aussi compris la grosse pitié du personnage de Barbara Gordon. Quoi. Le monde a vu, le monde a compris, et le monde a pleuré aussi. Toute cette partie, c'est... En gros, j'ai regardé avant de préparer l'émission, il y a un métacritique qui était autour de 40 ou 45%, où tout le monde est d'accord pour dire que la deuxième partie, vu que c'est un copier-coller, c'est très bien, que les jeux de voix, les jeux de comédiens, de doubleurs, sont exemplaires, mais qu'en revanche, cette première partie gâche toute l'expérience. Et encore, je veux dire, l'acting, le voice acting est super. Mais la synchronisation labiale, par exemple, elle est dégueulasse. L'animation est pas ouf. L'animation est vraiment pas ouf. Et quand tes paroles, c'est-à-dire ce que tu dois dire, c'est ha 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 ha, et que c'est pas synchronisé avec les ha 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 du dessin, t'es là genre mais mec, on dirait un comic book animé en fait. C'est genre où ça bouge un petit peu. Et je trouvais ça d'une pauvreté. T'es là genre putain, c'est une production Warner. Avec un peu de production value quand même, avec un bon voice acting derrière et tout, et t'es pas foutu de faire un truc avec une animation correcte. Je veux dire, à un moment t'as un manège en 3D. Ah oui. J'étais chaud quoi. J'étais là genre wow, attends. Non mais en fait même l'animation est pas folle, et t'as l'impression qu'il y a des temps morts en fait entre chaque fin de phrase et début de phrase. T'as l'impression qu'il y a un temps mort c'est comme si je parlais comme ça et que je continue. En fait, et par moment, tu dis, wow, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bug ou? Mais c'est vraiment, c'est pas fou, en fait. Même, du coup, la deuxième partie, elle en prend un coup dans la gueule. Ça manque de rythme, les gars, ça aurait dû être plus punchy à certains moments, et c'est pauvre, même l'animation où, je prends l'exemple où à un moment de Batman tombe dans un trou, tu te dis, putain, mais, c'est chelou, la façon dont c'est animé, le bras est pas dans le bon sens, t'as l'impression. Il y a des trucs, tu dis, bon, franchement, les gars, ouais, en fait, je pense à lui, à ce moment-là. Mais, t'as des trucs qui sont, comme disait Joe, voilà, c'est comme un gros truc qui a demandé du fric.
et le truc de base est pas fait quoi, est pas respecté. C'est dommage. Moi, je mettrais en conclusion de l'article de l'épisode de cette semaine le magnifique gif animé de Batman qui regarde Barbara, tous les deux en costume, et il la regarde avec des yeux méchants et très froncés, et sourcils pas content, et Barbara Gordon qui baisse la tête. J'ai vu ça, je fais ah ouais d'accord, ça c'est du shaming, enfin c'est un peu. Du coup, dernier mot, quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce. Est-ce qu'il faut le regarder? Est-ce qu'il faut lire les deux parallèlement? Adrien a quelque chose? Est-ce que c'est mieux que Suicide Squad ou pas? Attends, très bonne. Mais merci de la transition par ailleurs, parce que j'en parle rapidement dans Rapet ailleurs, mais que ça n'a rien à voir. j'ai enchaîné avec Assault on Arkham, donc un autre dessin animé de Warner, qui lui est 10 fois mieux que les deux réunis. Alors que c'est pourtant déjà pas foufou. Alors que c'est pas foufou, ouais, effectivement. Donc pour dire à quel point c'est mauvais. Voilà, merci de la transition, Adrien. Donc non, c'est mieux que non, c'est pas mieux. Non, il y a Harley Quinn, c'est pas mieux. Ah bah voilà, super. Moi je dirais juste en conclusion, et je laisserai le dernier mot à Lucille. Prenez plutôt le temps de le lire. Même si vous aimez pas, au moins vous aurez effectivement des cartes intéressantes dans votre culture comics, et surtout imaginez-vous de vous replonger à la fin des années 80 pour savoir un peu l'impact que ça a eu. C'est-à-dire que vous êtes gêné. Et puis en plus c'est 46 pages, donc même si vous aimez pas, ça va être en 2 trajets de métro, c'est torché. Mais le dessin animé, c'est pas la peine de perdre votre temps dessus. Et Lucille, pour finir. C'est ça, c'est lisez-le parce que c'est une pierre angulaire de l'histoire du comics de manière générale, donc il faut le lire, mais ne regardez absolument pas le dessin animé. Oh là là. C'est disponible évidemment dans 453 000. Je parle du comics. Ah, pardon. Le comics est disponible en 453 versions différentes, que ce soit en anglais chez DC, en français chez Urban. Il y a des versions deluxe, il y a des versions en noir et blanc, il y a des versions colorisées. C'est recolorisé, pardon. C'est disponible. Voilà. Enfin, c'est un peu comme la Bible. Par moi, j'ai tout dépassé. Non mais tu rigoles, mais tu sais que Marvel ils sortent en ce moment plein de Color Your Own, et donc c'est Deadpool, X-Men, ce que tu veux, et d'ici ils ont pas encore sauté sur le truc, mais je te jure ils font déjà les Batman noirs, donc en fait tu peux déjà jouer avec. Tu prends les versions noir et blanc et bah tu remplis. Par contre tu gâches un beau produit, mais oh mon dieu. Tu vas revendre en brocante en disant que c'est une édition limitée. Et en fait c'est ton fils qui l'aura réalisé. On se quitte pour cette émission. C'est la fin de cette 54e émission de Comics Outcast qui s'est passée, mais genre dans les temps de ouf. Je sais, là, merde, mon chronomètre, est-ce que je vais rajouter de l'émission 1h16, putain, on va dire merci à nos 3 chroniqueurs, on va dire merci à Joe. Eh ben, c'était un grand plaisir d'être avec vous. Merci c'était un plaisir de te retrouver. Un merci à Zef. Ah, je pensais que t'allais faire une blague. Non, mais tu sais que je fais jamais exprès. Hein. D'accord. Je ne fais jamais exprès. Ok, merci à toi, Eric. Ça me fait vraiment très plaisir, ce truc. Et merci à Adrien pour ce. Alors, c'est pas des victoires de la musique. Cette réalisation tout à fait spéciale. Merci ma maman, sans qui je ne serais pas là ce soir. Ah, la biologie, tout ça. Et on va dire au revoir à Lucille. Toujours un plaisir. On va également dire au revoir à notre réalisateur chouchou depuis 5 émissions là. Mais arrêtez, c'est les pires sons depuis le début. Oui, mais tu t'améliores à chaque fois, tu apprends. Et on le fait avec plaisir surtout. Surtout on n'a pas le choix, et surtout t'es beau, Adrien. Arrête. Ça va s'améliorer, je vous promets. Ça fait 5 émissions. Nous croyons en toi. À peu près, hein. Wow. Dans 5, ça fait 2 mois et demi. Non, c'est peut-être un peu moins que ça. Ouais, je pense. 4. Ça, c'est la 4e. C'est beau. Nous, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le 19 septembre, pour la 55e émission, en compagnie de 3 chroniqueurs. Et Koh-Lanta épisode, ce sera épisode 4 depuis là, mais j'espère que certaines personnes seront parties. Oh oui! Il y a des candidats de chi cette année, dont un qui travaille à la station de bus de Château de Vincennes. Mais sinon, on s'en fout en fait Et de Koh-Lanta. le Black, c'était un pote de mon petit frère, dis donc. Eh ben, dites-moi. Lo. Oui. Laurent. Oui. Lo. Comme d'habitude, Facebook, Twitter pour vous, pour nous laisser des petits messages, des commentaires, des suggestions qu'on lit et auxquels on répond. À très très bientôt. Bisous, bye bye, ciao. Lol. Ciao.